C'est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons, quant à nous, et sans avoir le fétichisme des mots, une démocratie telle que notre pays n'en a jamais connue, parce qu'il fera du bonheur une idée neuve en France. Je veux d'abord dire que je suis très très heureux d'être avec le public des entretiens d'Auxerre. Je me sens en famille, puisque comme la plupart de ceux qui vont regarder ce document le savent, j'ai dirigé ces entretiens pendant plusieurs années, puis j'ai passé le flambeau à Valentine Hubert. Une nouvelle équipe d'ailleurs s'est mise en place, et tout ça me semble superbe. Il est très triste, évidemment, que Covid-19 aidant, il ait fallu adopter d'autres formules pour ces entretiens, mais je tiens vraiment à dire, je me sens en famille, heureux d'être avec vous, et je vais essayer d'apporter quelques idées utiles. Je pense qu'on peut partir d'il n'y a pas si longtemps que ça pour mener une réflexion sur qui sont les amis et les ennemis, les adversaires et les partisans de la démocratie. Partir de la fin des années 80, ou disons les années 80. Dans les années 80, on voit les dictatures latino-américaines disparaître l'une après l'autre, en même temps d'ailleurs que le terrorisme, la guérilla et ce genre de phénomènes s'affaiblissaient sans disparaître complètement. Et puis d'un autre côté, on voit le bloc soviétique s'affaiblir. Je pense qu'un élément vraiment déclencheur, central, a été le mouvement Solidarność que j'avais étudié en 1980-81, qui a marqué la fin d'un certain type de totalitarisme. Et donc, pour vous répondre plus précisément, qui sont les adversaires, je dirais même les ennemis? Ben, c'est les dictatures, les pouvoirs totalitaires, les fascistes, nazisme, etc. Et toutes sortes de formules qui peuvent s'en rapprocher et qui ne sont pas forcément amis de la démocratie. Mais je ne mettrai pas, par exemple, les populismes dans la famille des adversaires de la démocratie. On va rentrer là dans des questions un peu compliquées ou délicates. Alors, les adversaires, on croyait à la fin des années 80 qu'on était en train d'en venir à bout. Un personnage a eu un énorme succès dans la vie des idées, la vie politique, c'est Fukuyama, le politologue américain. Au moment où le mur tombait, il est au téléphone avec un de ses amis et son ami lui dit « Le mur de Berlin est en train de tomber » et il répond « C'est la fin de l'histoire ». Et la fin de l'histoire, ça renvoyait à des débats philosophiques assez abstraits entre marxistes notamment, Kojève et d'autres. Et la fin de l'histoire, explique alors Fukuyama dans un article, puis dans un livre, c'est le triomphe du marché et de la démocratie. Alors aujourd'hui, nous allons parler non pas du marché, même s'il y a quelques liens avec la question de la démocratie, mais de la démocratie. Et donc, enthousiasme. Le mur de Berlin s'effondre, le communisme concret, réel, ne marche plus, il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas partout, il peut y avoir des rechutes en quelque sorte, mais il n'y a pas d'autre horizon que la démocratie. Voilà ce que l'on a cru, une sorte d'euphorie même démocratique. Et puis on s'est aperçu que bien des problèmes continuaient de ne pas être réglés et que la démocratie n'était pas forcément outillée pour régler ces problèmes, et on voit se profiler d'autres voies. Alors quelles sont ces autres voies? Le nationalisme. Pas toutes les idées de nation. Vous pouvez avoir une idée très positive de la nation. Moi-même, je n'ai aucune gêne à dire que j'aime bien la nation française. Et les gens qui s'identifient à leur nation à travers des équipes de foot, par exemple, ce n'est pas des fascistes. Enfin, pas nécessairement, en tout cas. Donc, l'idée de nation ne mène pas nécessairement au pire, mais elle peut y mener. Le racisme peut mener également à l'échec de la démocratie. Et puis surtout, je crois que les pires ennemis de la démocratie sont ceux qui croient que d'autres formules sont supérieures parce qu'elles sont autoritaires. C'est surtout ça. Alors l'autoritarisme peut être soft, relativement léger, il peut être extrêmement brutal. Mais chaque fois qu'un pouvoir autoritaire, qu'il soit dictatorial, totalitaire, hypernationaliste, peu importe, chaque fois qu'un pouvoir
autoritaire est attendu et s'impose, eh bien, chaque fois, on a affaire à des adversaires de la démocratie. Alors, qui sont les partenaires maintenant? Vous me demandez en même temps qui sont les partenaires de la démocratie. Eh bien, ce sont évidemment ceux qui veulent, envers et contre tout, faire avancer l'idée démocratique, la promouvoir. C'est d'abord ceux qui veulent un régime politique qui prévoit l'état de droit, qui prévoit la séparation des pouvoirs. C'est aussi tous ceux qui pensent que la représentation politique est une bonne chose. Et nous sommes quand même nombreux. Alors, il n'y a pas tel ou tel groupe particulier qui porte comme ça tel ou tel projet. Mais vous voyez, les idées, c'est quand même ça. Êtes-vous du côté de l'autoritarisme ou êtes-vous du côté du débat, de l'échange et, je dirais, de la reconnaissance que l'autoritarisme mène à des catastrophes? Si vous permettez, je vais compliquer un tout petit peu maintenant la question, ou la réponse plutôt. Je pense que la démocratie, c'est le seul régime politique qui permette de conjuguer dans un même mouvement l'idée qu'un corps social a une certaine unité. Si je vous dis, je parle comme français, la République, la nation, c'est l'unité. Si je vous dis même le lien social, il y a encore une certaine unité. Et qu'en même temps, qu'on a cette dimension d'unité, la démocratie permet le traitement de la diversité ou du pluralisme ou de la pluralité ou des différents ENDS. C'est-à-dire que c'est un régime qui permet de dire oui, il y a des points de vue opposés, des intérêts contradictoires, bien sûr, ça fait partie de la vie collective. Eh bien, la démocratie permet d'en débattre, d'en discuter, d'en négocier, de trouver des compromis. Et donc, ce qui, je pense, rassemble les partisans de la démocratie, c'est cette idée qu'elle permet à la fois au corps social de se reconnaître dans son unité et de traiter de ses propres diversités. La question se pose avec une immense acuité aujourd'hui. Et donc, je vais partir de la situation présente. Nous avons deux dangers dans des pays comme les nôtres qui minent la démocratie. Le premier est la crise sanitaire et le cortège de difficultés économiques qu'elle va entraîner ou qu'elle entraîne déjà. Donc, quand vous avez une crise sanitaire aussi grave que celle que nous vivons actuellement, vous avez derrière ça des problèmes d'emploi, de revenus, de niveau de vie, la pauvreté s'accroît, les inégalités deviennent beaucoup plus nettes et s'exacerbent. Enfin, toutes sortes de problèmes jaillissent, se renforcent, et on attend évidemment du pouvoir, quel qu'il soit, qu'il mette fin le plus vite possible à la crise sanitaire et en même temps qu'il permette d'une manière ou d'une autre à l'économie de se redresser. Donc ça, c'est, si vous voulez, un premier problème. Mais pour que ce soit possible, le pouvoir va dire quelque chose comme « je vais prendre des mesures qui ne feront pas forcément plaisir à tout le monde. Je vais prendre des mesures que tout le monde devra accepter. Si tout le monde ne se plie pas aux règles du confinement, si les gens ne jouent pas le jeu, eh bien c'est comme si on ne faisait pas le confinement. Donc je vais être obligé d'être autoritaire. Et pour pouvoir être autoritaire, je vais demander à renforcer mon propre pouvoir exécutif, administratif, quitte à ce que ce soit au détriment du pouvoir judiciaire ou du pouvoir législatif. Et donc, la démocratie va être minée parce que pour la défendre, le pouvoir demande que soient prises des mesures exceptionnelles qui en sont le contraire. Pour se défendre, la démocratie doit utiliser des méthodes non démocratiques. Alors, ça c'est le premier aspect, c'est la crise sanitaire. On le voit très très bien en France en tout cas. Et le deuxième aspect, qu'on voit également malheureusement très bien en France, c'est le défi que lance le terrorisme. Face au terrorisme, c'est un grand classique, les États demandent toujours de pouvoir mettre en œuvre des mesures d'exception. Aux États-Unis, c'est après les attentats du 11 septembre qu'il y a eu le fameux Patriot Act, et en France, c'est la même chose. Et quel est le danger? On dit, on prend des mesures d'exception, et puis ces mesures d'exception, on les prolonge. Et on les prolonge tellement qu'elles deviennent des mesures qui rentrent dans le droit ordinaire. Et donc, progressivement, ce qui était exceptionnel devient banal. Et on renforce le pouvoir exécutif
au détriment des deux autres pouvoirs. Donc, si vous voulez, le danger, c'est que pour répondre à un défi exceptionnel, un challenge vraiment terrible, on est obligé d'accepter des mesures peu ou non démocratiques. Alors, pour y résister, vous avez des gens qui demandent absolument le respect de l'état de droit. On ne peut pas demander à un peuple d'accepter de se passer de l'état de droit. Ça peut devenir très dangereux. Nous avons actuellement en France des débats extrêmement vifs à cet égard. Et par exemple, le gouvernement, à la fin du mois d'octobre, a annoncé, courant octobre, a annoncé un certain nombre de mesures pour répondre aux terribles meurtres terroristes que le pays vient de découvrir, vient de connaître. Eh bien, ces mesures risquent de ne pas pouvoir fonctionner parce qu'elles mettent en cause le droit. Et donc, il est très possible que la Cour constitutionnelle française ou d'autres instances refusent de laisser passer telle ou telle mesure. Donc, le premier point, si vous voulez, c'est ça. C'est la mise en cause de l'état de droit et donc c'est le refus de laisser cette mise en cause s'opérer. La deuxième réponse possible à une telle situation, c'est la politique, c'est-à-dire non pas le recours au droit, mais le recours à l'idée qu'il n'y a pas de consensus nécessairement pour des mesures qui ne seraient pas suffisamment démocratiques. Il faut bien voir une chose, c'est que ces mesures d'exception, je pense n'importe quel citoyen raisonnable est prêt à en accepter certaines. Mais on s'aperçoit que très souvent, elles servent à autre chose que ce pourquoi elles ont été annoncées. Que pour affronter le terrorisme djihadiste, on met en place des mesures d'exception qui vont permettre ensuite de perquisitionner chez des militants écologistes, un peu radicalisés, si vous voulez. Enfin, ça n'a pas été fait pour lutter contre une certaine radicalité écologiste. Ça a été fait pour autre chose. Donc, vous voyez, autrement dit, on laisse une culture étatique de l'abus par rapport à l'état de droit se développer, et ça, c'est évidemment très inquiétant. Donc, certains vont dire, je demande à la justice de faire son travail, de refuser des dérapages. D'autres vont dire, je demande aux partis politiques, aux forces politiques de se mobiliser. Et puis aussi, certains vont dire, tout simplement, ce qui est beaucoup plus modeste, je demande la garantie que dès que le danger est écarté, on revient à l'état ex ante, ce qui n'est jamais évident. Mais c'est très important. Je demande que ces mesures d'exception ne soient pas reconduites et puis ensuite installées dans le droit ordinaire. Alors, vous avez raison de formuler cette question, parce que trop souvent, on ramène la démocratie à un seul niveau, qui est le niveau de l'État-nation. C'est-à-dire le cadre, évidemment, le plus classique pour la vie démocratique, tout en sachant d'ailleurs très bien que souvent, des niveaux inférieurs, politiques, institutionnels, peuvent être concernés. Nous sommes en train de discuter, vous-même m'enregistrez depuis la Suisse. On sait très bien que la vie des cantons en Suisse, c'est quelque chose d'important, de très important. Et donc, il y a d'autres niveaux que celui de l'État-nation. Mais en France, plus que peut-être que n'importe où, le cœur de la vie démocratique, enfin, l'espace privilégié, c'est l'État-nation. Or, il y a d'autres niveaux. Il y a d'abord d'autres niveaux institutionnels en dessous, en quelque sorte. J'ai évoqué des niveaux politiques et inférieurs, mais enfin, la démocratie, elle fonctionne en France, pour rester dans mon pays, au niveau de la région. Elle fonctionne au niveau du département. Elle fonctionne au niveau de la commune. Ce sont des niveaux très, très importants de vie démocratique. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui pensent que la crise actuelle de la représentation politique et notre capacité à faire vivre la démocratie se joue beaucoup en priorité depuis le niveau de la ville. C'est très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toujours en dessous du niveau de l'État-nation, il y a des lieux où jusqu'ici la démocratie était peu ou pas présente et où elle trouve un espace de plus en plus nécessaire. La famille. Moi, j'ai des collègues, je crois même qu'il était venu une année aux entretiens d'Auxerre, François de Singly, pour en citer un, qui montre que la famille aujourd'hui peut être un lieu de démocratie, c'est-à-dire un lieu où tout le monde a le droit de parler.
dans ma génération, beaucoup se souviennent d'avoir eu des parents chez qui à table, seul le père de famille avait droit à la parole, vous comprenez? Bon, ça c'est fini. Alors, la famille n'est pas toujours nécessairement démocratique, mais enfin, c'est devenu un espace de discussion, de délibération et donc peut-être de démocratie. Les institutions. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent que c'est aux élèves de dicter le contenu de l'éducation, que non. Mais enfin, on ne peut plus imposer n'importe quoi au sein des grandes institutions comme l'école. On ne peut plus. On a besoin de créer, à certains moments au moins, les conditions du débat, ne serait-ce que pour qu'il y ait des capacités de répondre à des attentes des élèves. Là aussi, je vais prendre un exemple de grande actualité pour la France. Si, après un meurtre comme celui que nous venons de vivre, il est demandé une minute de silence dans les écoles, ça avait été le cas après l'attentat de Charlie en 2015. Et si quelques élèves, pour diverses raisons, refusent cette minute de silence, eh bien, je crois qu'une attitude démocratique est nécessaire, ou pédagogique en même temps. Il faut ouvrir la discussion. Ça ne veut pas dire que les élèves ont tous les droits, évidemment pas. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas une culture du débat, et donc une culture plutôt démocratique, l'institution ira moins bien. J'ajoute qu'on supporte de moins en moins que les institutions aient la capacité de recouvrir d'une sorte de secret toutes sortes de choses dont elles ne veulent pas qu'on parle en dehors. Je pense qu'un exemple impressionnant, c'est celui de l'Église catholique. Je ne dis pas que l'Église catholique soit devenue beaucoup plus démocratique, mais quand même, elle est obligée de débattre aujourd'hui de la calamité qui a été, pour ses victimes d'abord, mais pour elle aussi, qui a été la pédophilie. Bon, et je dirais même, quand on entend le pape, ce que j'ai vu ces derniers temps, se dire finalement ouvert au mariage homosexuel, je ne dis pas du tout que l'Église devient un lieu de grande vie démocratique, mais quand même une certaine ouverture. Donc vous voyez, les institutions peuvent devenir plus démocratiques, c'est-à-dire davantage ouvertes au débat. Ce qui ne veut pas dire qu'elles s'affaiblissent, ce qui veut dire qu'elles se transforment. C'est très différent. Et puis ça, c'est le niveau inférieur. Mais il y a aussi le niveau au-delà de l'État-nation. Et dans la question que vous formulez, ce niveau existe. Le niveau régional, l'Europe, par exemple, en tout cas pour des Français, et le niveau, alors la mondiale, planétaire, globale et véritablement international. Alors plus de vie démocratique ici, c'est par exemple le fait qu'il existe des ONG qui ont une très grande capacité non seulement d'existence planétaire, mais même de reconnaissance à partir des Nations Unies. Beaucoup d'ONG n'existeraient pas sans les Nations Unies ou d'autres organisations de ce type. La démocratie, c'est également l'état de droit et la capacité donc de discuter du droit. Eh bien, on s'aperçoit qu'il se met en place un droit global qui est l'objet de discussions et que ces discussions, je dirais, exigent un petit peu d'esprit démocratique. Et donc, pour vous répondre, partout où l'on peut introduire du débat à l'intérieur d'un ensemble qui forme un tout également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'unité et la diversité, la pluralité. Chaque fois qu'on peut dire à la fois, nous reconnaissons qu'il y a une unité de tous ceux qui vont participer à un débat et que ce débat est possible et qu'il va aboutir à des compromis, à des négociations, eh bien, je dirais qu'il y a plus de démocratie qu'avant. Je fais partie des gens qui considèrent que la démocratie doit avoir un avenir et que j'espère qu'elle en a un. Alors, quel est le problème actuel? Le problème actuel, c'est que se sont mis en place toutes sortes de problèmes, de difficultés, de questions que la démocratie s'est révélée inadaptée à bien traiter. J'en cite quelques-unes très très vite. D'abord, la démocratie n'a pas réglé les problèmes d'inégalité économique et sociale. Ensuite, la démocratie est toujours mal à l'aise dès que surgissent à l'intérieur d'un pays, notamment, des demandes de sortie de ce pays, d'indépendance. Comprenez, si la Corse demande son indépendance, c'est très difficile de gérer démocratiquement une telle question. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des demandes liées à des identités particulières qui demandent qu'il faut le faire sécession d'une façon ou d'une autre? Troisièmement, la démocratie, mais on en a déjà parlé, elle n'est pas très adaptée à la nécessité de faire face au terrorisme, de faire face, je dirais plus généralement,
pour utiliser le vocabulaire d'un sociologue que j'ai beaucoup admiré, Ulrich Beck, qui est mort il y a quelques années, faire face à des catastrophes, à des risques. La démocratie doit apprendre à le faire, mais elle ne le fait pas toujours très très bien. Regardez à quel point il est difficile de faire face à la pandémie actuelle, et on nous dit, regardez comme la Chine s'en sort mieux alors que c'est un pays autoritaire. Vous voyez ? Donc, faire face à des grands risques, des grandes catastrophes. Et puis on pourrait certainement trouver encore d'autres défis que la démocratie n'est pas toujours bien équipée pour traiter, premièrement. Deuxièmement, je pense que la démocratie, dans beaucoup de pays, dont la France, est en train de vivre une fin de période historique et d'entrer dans une autre période historique qui fait que son système politique, et donc la démocratie représentative, est inadapté. Notre démocratie représentative, elle s'est construite, s'il s'agit de la France, sur les bases d'une société qui était d'un certain type, en particulier une société industrielle. Et par conséquent, quand on change de type de société, nos formules politiques, nos façons de faire de la politique, nos partis, tout ceci est remis en cause, et nos façons de penser. Eh bien, je pense que nos systèmes politiques sont en retard, qu'il est difficile qu'ils se reconstruisent vite, et donc nous vivons un peu partout une crise très forte de la démocratie représentative. Mais, et donc j'en arrive à l'avenir, je ne vois pas qu'il soit impossible de reconstituer des forces politiques. On en trouve ici et là des expressions. Alors parfois, ça se joue plutôt sur les extrêmes, ça c'est très inquiétant. Mais il n'y a quand même pas que ça. Vous savez, la vie politique peut renaître, les partis, ça peut renaître très vite. J'ai vécu un petit épisode en 1900, je crois que c'était 95 en France, 96 en France. Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale alors que le Parti socialiste était totalement à terre, n'existait presque plus. Il était vraiment au plus bas. Eh bien, en quelques semaines, le Parti socialiste a réussi à se reconstituer et à remporter les élections, et même à mettre en place une Dream Team, comme on a dit à l'époque, qui pendant 1 an ou 2 a obtenu de très beaux résultats. Donc, ça peut aller vite. Mais c'est vrai, il y a une forte crise de la représentation politique. Mais vous me direz, alors l'avenir, c'est peut-être d'autres formes de démocratie. Alors j'en connais deux. Il y a soit la démocratie directe, soit la démocratie qu'on peut appeler participative et délibérative. Alors la démocratie directe, c'est l'idée que l'on peut passer directement du peuple à la décision politique et donc au pouvoir le plus central. C'est en particulier le référendum ou la votation, comme on dit en Suisse. Alors, c'est un débat. Je ne pense pas qu'on puisse donner trop de centralité ou d'importance à la démocratie directe, mais je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'elle mène nécessairement à la démagogie, au populisme, etc. Pour reprendre le cas de la Suisse, j'ai des amis qui m'expliquent que quand il y a une votation en Suisse, chaque électeur reçoit des documents très nombreux, très denses, des explications, et que par conséquent, on ne peut pas dire que l'information n'est pas objective, qu'elle est mauvaise, etc. Et donc, tout ne se passe pas heureusement en Suisse, comme au Royaume-Uni de Cameron, quand les fake news ont prospéré, ce qui a permis le vote du Brexit. Non. Donc la démocratie directe peut être sérieuse, mais je ne crois pas qu'elle apporte la réponse à tous les problèmes, parce que pour beaucoup de questions, il est, je pense, beaucoup plus souhaitable d'avoir une représentation politique qui prend le temps d'étudier les dossiers, de discuter, de voter. Enfin, ce sont des processus que je crois plus respectueux de l'idée démocratique. Et puis ensuite, toutes les formules qu'on appelle participatives et délibératives. La différence entre les deux, c'est que ce qu'on appelle participatif indique une capacité in fine de prendre part à la décision. Alors que la délibération, c'est on prend part à la discussion. Quand le président Macron propose une conférence citoyenne sur le climat, cette conférence ne décide pas, elle fait des propositions. C'est de la démocratie délibérative. Quand la municipalité de Porto Alegre, depuis les années 80, propose des budgets participatifs à une partie de la population qui peut comme ça décider de l'affectation de certaines ressources, là, on est dans la participation. Alors, je pense que ça peut être très utile comme complément, mais que ça ne peut pas se substituer à la représentation politique. C'est un grand débat, donc je ne voudrais pas le trancher trop vite. Mais je regarde les limites de la conférence citoyenne française dont je viens de parler sur le climat.
Ils font 150 propositions, très bien. On peut critiquer la façon dont les gens ont été choisis pour participer à cette expérience, c'est une chose. On peut se demander si elle est vraiment aussi sérieuse que s'il y avait eu un débat parlementaire avec des représentants du peuple. C'est une deuxième question. Et puis on peut aussi constater qu'une fois que les 150 propositions ont été faites, eh bien, les gens qui ont participé à cette conférence citoyenne perdent la main, ou presque, et que le débat se noue ailleurs, que c'est le chef de l'État qui va décider ce qu'il garde, ce qu'il ne garde pas, et que le Parlement va pouvoir trancher. Et on voit en France, d'ailleurs, actuellement, beaucoup de critiques, parce qu'évidemment, le Parlement édulcore, transforme, ignore un certain nombre de recommandations. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir complémentarité, beaucoup plus que remplacement d'une formule par une autre, mais tout ça peut être extrêmement intéressant. Donc, je reste optimiste et je reste confiant dans l'idée démocratique parce que les autres formules, à terme, sont catastrophiques. Bien sûr, peut-être que pendant quelques années, un pouvoir autoritaire peut s'en sortir, bien sûr. Mais sur la longue distance, ça mène nécessairement à la catastrophe. Parce que dès que des difficultés surgissent, l'autoritarisme se renforce et mène à des pratiques extrêmement répressives, extrêmement violentes. Et à la violence ne peut que répondre d'autres violences. Et on rentre dans des risques de guerre civile, de chaos, d'entrée en guerre et toutes sortes d'horreurs. Alors, si j'étais, comment dirais-je, dans la simplicité totale, je dirais, bah, écoutez, je viens d'écrire un livre sur ce sujet. Donc, qui s'appelle Pour une démocratie de combat, c'est sorti chez Robert Laffont. Mais je vais vous faire une autre réponse. J'ai lu cet été un très grand livre sur De Gaulle. Ce n'est pas un livre sur la démocratie, évidemment. Mais je trouve que c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir à la démocratie. Et donc, je me permets de recommander ce livre de Jackson, je crois, sur De Gaulle. C'est sorti aux éditions du Seuil. Je n'ai pas la référence exacte sous la main, mais voilà, parce que c'est un livre qui nous fait traverser une longue période de l'histoire, vue à partir d'un personnage, évidemment, et qui nous montre justement à la fois les limites et la nécessité de la démocratie. Donc, voilà, ce n'est pas un livre sur la démocratie, mais c'est un livre que j'ai trouvé éclairant à bien des égards. Et si je peux ajouter autre chose, de Georgette Elgey, E-L-G-E-Y, qui est son grand livre sur la 4e République. Là aussi, je n'ai pas la référence en tête, mais on trouve ça en un quart de seconde, et qui a été publié aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. Et c'est très, très intéressant, parce que là, on voit ce que c'est comment dire, au microscope, ce qu'est la vie démocratique pendant une certaine période historique. Donc voilà 2 ouvrages moins connus que d'autres que je me permets de recommander.